vais vous proposer de parler d'un point qui est essentiel, qui n'est pas à proprement parler un outil de gestion de projet, mais qui fait partie des choses qu'il faut savoir faire au quotidien quand on anime des équipes. Donc je vais vous parler de l'organisation des réunions, de l'établissement des objectifs, et puis des grands types de réunions qu'on utilise en projet. Alors faire des réunions, c'est bien, mais est-ce que ces réunions sont réellement utiles et productives? Je pense que c'est la première question à se poser. Alors il faut savoir qu'organiser une réunion, on a l'impression que c'est facile, mais qu'en réalité, d'une part, c'est pas si simple, c'est ce que je vous montrerai, et puis d'autre part, une réunion, ça représente une somme d'argent importante. Et pour ça, c'est tout simple, on peut la calculer. Vous prenez les salaires horaires des participants et vous multipliez par le nombre de participants. Et vous apercevez que quand vous faites une réunion, vous dépensez au minimum des centaines, mais le plus souvent des milliers d'euros. Donc ça n'apparaît pas directement au niveau comptable, mais c'est la réalité. Autrement dit, une réunion doit être productive. Alors d'autant plus qu'en France, on a ce qu'on appelle la réunionnite, c'est-à-dire on aime bien faire des réunions. Donc on fait des réunions qui sont longues, où on discute beaucoup, mais en fait, au niveau de la productivité, c'est pas forcément terrible. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de faire une réunion? Voici un peu ma checklist. Alors la première, c'est de savoir si la réunion va effectivement se dérouler. Alors ça paraît une question élémentaire, mais il arrive souvent qu'on propose des créneaux de réunion trop tard, ou inversement trop tôt. Alors pour tout vous dire, pour moi une réunion qui fonctionne, c'est vous prenez votre agenda, 3 semaines à l'avance vous envoyez une relance et vous proposez des créneaux. Alors je vous présenterai un outil de proposition de créneaux qui s'appelle Doodle par exemple, que vous devez connaître. C'est des outils qui sont extrêmement utiles. Parce que figurez-vous que si vous commencez à essayer d'organiser une réunion avec un tel qui est là, mais il n'est pas là, mais peut-être, etc., vous allez perdre un temps considérable. Donc ça, c'est la première chose à assurer, c'est faire que la réunion se déroule. Et j'ai vu beaucoup de réunions avorter, tout simplement parce que la personne qui était responsable de l'organisation faisait mal son boulot. Deuxièmement, c'est est-ce qu'on invite les bonnes personnes? Alors il y a 2 grands défauts. C'est inviter des gens qui n'ont rien à faire à la réunion. Donc en fait des gens qui vont être des figurants dans la réunion et qui vont juste perdre leur temps. Donc typiquement, vous avez un hiérarchique, il est là pour faire une réunion d'avancement du projet, et puis la réunion d'avancement en fait se transforme dans une réunion où on traite les problèmes techniques. Et du coup, le responsable hiérarchique, il n'est pas compétent là-dessus, et il perd son temps. Inversement, il y a le défaut inverse, c'est on fait une réunion où on doit valider une décision, mais la personne qui valide n'a pas été invitée. Donc là, c'est le contraire, on perd du temps parce que on n'a pas la personne qui décide. Donc une question qu'on doit se poser, c'est pourquoi investit-on du temps? Autrement dit, pour toutes les personnes que vous invitez à la réunion, vous devez savoir qu'est-ce que vous attendez d'elles, et elles doivent savoir pourquoi elles viennent dans cette réunion. Mais il n'y a rien de pire que de venir à une réunion et ne pas savoir précisément qu'est-ce qu'on y fait. Ou alors d'arriver au bout d'une réunion et de se dire si j'avais pas été là, finalement ça n'aurait pas changé grand-chose ou j'ai perdu mon temps. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est un défaut qu'on voit souvent avec les étudiants dans les projets de centrale, c'est qu'ils font des réunions et en fait ils ne les préparent pas. Et donc on s'aperçoit qu'il y en a qui débarquent à la réunion, qui n'ont rien préparé. Et donc quand on a besoin de réponses à un certain nombre de questions, ils n'ont tout simplement pas bossé. Alors ce dont il faut se rendre compte, pour la personne qui prépare, en général on a 4 heures de préparation et de travail avant de faire une réunion. Mais on ne fait pas des réunions pour faire des réunions, on fait des réunions pour présenter des choses, et les gens qui viennent ne perdent pas leur temps. Donc ça, c'est un ordre de grandeur à garder. Si vous n'avez pas bossé au moins 4 heures pour préparer votre réunion, en général c'est que vous faites de la réunionnite, c'est-à-dire vous faites des réunions trop vite, et elles ne sont pas productives parce qu'elles sont mal préparées. En général, tous les gens qui viennent à la réunion ont aussi quelque chose à préparer. Alors c'est rarement 4 heures de travail, mais théoriquement ils doivent apporter quelque chose à la réunion. Et apporter quelque chose à la réunion, ça veut dire avoir réfléchi, avoir cherché des choses, etc. Alors les organisateurs qui font bien les choses renvoient un mail avant à chacun en disant n'oublie pas qu'à cette réunion tu nous présentes ça. Alors c'est un travail de management un peu directif, n'empêche qu'après la productivité de la réunion est grandement augmentée si elle est bien préparée.
Au niveau de la chronologie de la réunion, la première chose à faire, c'est comme dans un projet, c'est on fixe les objectifs. Les objectifs d'une réunion, ça s'appelle l'ordre du jour. Donc on balaye en fait quels sont les points qui sont à traiter. Alors l'ordre du jour, en général, il est indiqué dans l'invitation à la réunion. Et voilà, la réunion, il y a tel thème, tel thème, tel thème. Donc avant la réunion, on rappelle l'ordre du jour et on demande aux gens, en faisant un tour de table, s'ils veulent ajouter des choses. Et on dit voilà, dans cette réunion, un tel va nous présenter ça, un tel va nous présenter ça, un tel va nous présenter ça. Pour qu'une réunion fonctionne, il y a deux grands rôles à assurer. Le premier rôle, c'est le rôle d'animation. Donc l'animateur, c'est lui qui organise la réunion, donc il travaille pas mal en amont, il invite les bonnes personnes, il organise la réunion au bon moment, il rappelle la réunion, il réserve la salle, etc., etc. Et puis pendant la réunion, c'est lui qui est garant de l'efficacité. C'est-à-dire que s'il s'aperçoit qu'on a un point à l'ordre du jour qui n'est pas prioritaire, mais sur lequel on passe beaucoup de temps, c'est à lui de dire bon, on coupe, et il nous reste une demi-heure, donc il faut qu'on traite ce sujet avant la fin de la réunion. Pour vous donner une idée, personnellement, pour moi, une réunion ne peut pas durer plus d'une heure. Je vous en reparlerai, mais c'est un ordre de grandeur. Mais quand on commence à dépasser une heure, franchement, on a une concentration qui baisse et on perd son temps. Donc deux réunions de 2 heures sont infiniment, deux réunions d'une heure sont infiniment plus productives qu'une réunion de 2 heures. Alors, sauf pour certains types de réunions, je vous en reparlerai. La deuxième personne, c'est que dans une réunion, on parle. Mais vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc il faut une personne qui va mettre sur le papier les décisions qui ont été prises, les informations qui ont été trouvées, et il va faire un compte-rendu. Alors le compte-rendu va servir à quoi? Il va servir pour les gens qui étaient absents, et il va servir aussi pour figer les décisions qui ont été prises. Parce que le fait d'avoir parlé des choses, on va dire qu'on peut mal se comprendre, et donc c'est pas forcément figé. Donc l'avantage de faire un compte-rendu, c'est ça. C'est qu'on dit voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qu'on a traité, et pour la prochaine fois, il y a telle chose à faire, c'est telle personne qui s'en occupe. Et donc concrètement, un bon compte-rendu débouche sur un programme d'action. Donc en sortant de la réunion, toutes les personnes qui sortent doivent savoir qu'est-ce qu'elles ont à faire et pour quelle date. Elles doivent avoir des livrables. Alors justement, parlons un peu de ce que c'est qu'un bon objectif. Alors vous le savez, le management, c'est essentiellement le fait de travailler avec des gens sur des objectifs et donc arriver à fixer des méthodes de travail et des résultats. Alors pour se souvenir de ce qu'est un bon objectif, je vous propose une formule mnémotechnique, caméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un bon objectif, c'est un objectif qui est cadré. Donc on sait ce que c'est précis. Alors par exemple, vous travaillez avec quelqu'un et vous trouvez que il communique pas beaucoup, il est très introverti. Si vous lui dites, je voudrais que tu sois moins fermé, avec un objectif comme ça, vous savez pas en quoi ça consiste, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, si vous lui dites, voilà, je voudrais que tu animes tel travail collectif. Donc l'objectif, on passe de quelque chose de général et de flou à quelque chose de précis, et donc derrière de mesurable. Deuxième point, un objectif doit être approuvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le management de nos jours, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est pas le fait de donner des ordres, c'est le fait de discuter. Et donc on n'impose pas des objectifs aux gens. On ne dit pas toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On discute. Et idéalement, ce qui se passe, c'est que la personne dit voilà, je voudrais que tu sois main fermée, comment est-ce que tu crois qu'on pourrait faire concrètement? Et à ce moment-là, on peut se guider vers l'idée de dire bon, je vais animer des réunions. Mais ça se fait dans la discussion, ça se fait absolument pas dans le fait de donner des ordres. Donner des ordres, c'est inefficace, et puis en plus, c'est pas forcément les bons ordres que vous donnez, et rien ne vaut un objectif qui a été décidé par la personne. Donc le rôle du manager, c'est d'accompagner ce processus. Ça vaut aussi pour les équipes d'ailleurs, les équipes aussi prennent des décisions ensemble. Troisième point, un bon objectif, c'est un objectif qui est mesurable. Alors par exemple, si vous êtes responsable d'un atelier et qu'on vous dit qu'il faut diminuer l'absentéisme, voilà typiquement un objectif facile à atteindre. Est-ce que c'est de 1%? Est-ce que c'est de 10%? Est-ce que c'est de 50%? Tant que vous n'avez pas quelque chose de mesurable, vous ne pouvez jamais savoir si vous avez réussi ou pas. Donc on reviendra sur ce problème dans le cours sur l'évaluation. Quatrième point, le E du caméra, c'est qu'un bon objectif, c'est un objectif qui est daté.
Vous le savez, la gestion du temps en projet est très importante. On est dans ce processus irréversible où le temps avance, et au fur et à mesure que le temps avance, il faut prendre des décisions. Et donc, un bon objectif, c'est un objectif avec une date. Le R de caméra, c'est la question du réalisme. Alors, la question du réalisme va de pair avec le A, qui est la question de l'ambition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un bon objectif ne doit pas être trop facile. Un objectif trop facile, c'est pas franchement stimulant. Donc du coup, ça donne pas vraiment envie de se bouger. Et inversement, un objectif impossible, ça va faire que la personne va échouer. Et c'est pas une bonne idée d'avoir des gens qui échouent. Donc c'est le dernier problème en gestion des objectifs, c'est trouver des objectifs qui soient suffisamment ambitieux, tout en étant réalistes. Et donc, tout est dans la mesure. Alors vous avez la version anglaise de caméra qui est SMART. Donc SMART, c'est stretching, ça veut dire ambitieux, measurable, agreed upon, donc c'est approuvé, realistic, réaliste, et time frame, c'est daté. Donc souvent vous entendrez parler de SMART en version anglaise. SMART, ça veut dire intelligent. Donc un bon objectif, c'est un objectif intelligent, qui répond à ces critères.